Verdun. La nuit du 25 mars 1916, le peintre François Flamin peint les effets des obus incendiaires sur la cathédrale de Verdun. Le 20 mai, la section de mitrailleuse du sergent Georges Lossa subit un violent bombardement sur la côte 304. Il échappe à une mort certaine grâce à sa montre Gousset. Au même moment, au Mort-Homme, un observateur aérien capture un instantané saisissant d'une série d'explosions à 100 mètres d'altitude. Le 1er juin, après une intense préparation d'artillerie, l'infanterie allemande se lance à l'attaque du fort de Vaux. Le canon de flanquement, le Nazica, est mis hors de service. Il devient le symbole de l'abnégation et du sens du sacrifice des poilus de Verdun. Ces poilus, qui se terrent dans ce paysage lunaire écrasé par l'artillerie, où se déroule l'une des plus importantes batailles de la Première Guerre mondiale, la bataille de Verdun. Le musée de l'armée conserve précieusement la mémoire matérielle de ces combats sans précédent. Effets personnels, fragments brisés, représentations tourmentées, témoignages poignants. Plus que de simples objets, ces artefacts ont tous une histoire personnelle très particulière. À l'occasion du 110e anniversaire de la bataille de Verdun, les chargés de collection du musée de l'armée vous présentent des pièces exceptionnelles. Les reliques de Verdun, le souvenir de ces soldats français qui ont opposé une résistance acharnée pendant de longs mois dans des conditions extrêmes. Le musée de l'armée est l'un des rares musées français à fonctionner pendant la Première Guerre mondiale. Son directeur, le général Niox, en fait un lieu de compréhension et d'exposition du conflit dans un objectif moral et patriotique en faveur de l'effort de guerre. Dès septembre 1914, le musée expose des trophées pris à l'ennemi. Une foule considérable se presse alors tous les jours d'ouverture pour apercevoir ces témoins de la campagne contre l'Allemagne. Aussi, lorsqu'éclate la bataille de Verdun il y a 110 ans, le musée de l'armée cherche à réunir de nombreux objets relatifs au conflit en cours. Depuis cette date, et jusqu'à aujourd'hui, plus de 500 items en lien avec la bataille de Verdun ont rejoint les collections du musée. Dans les salles du musée de l'armée, on présente dans une vitrine 3 uniformes en lien avec la bataille de Verdun. Donc au centre, vous avez l'uniforme du général Pétain à l'époque, il sera maréchal en 1918, un uniforme du 8e bataillon de chasseurs à pied et enfin un uniforme du 60e régiment d'infanterie. Donc ce régiment d'infanterie fait partie de ceux qui vont être engagés dans la bataille de Verdun, la silhouette emblématique du poilu et qu'on retrouvera d'ailleurs en haut des monuments aux morts qui sont représentés après la fin de la Première Guerre mondiale. Et donc, il porte le casque Adrian d'infanterie, le casque modèle 1915. La capote a 2 rangées de boutons en drap bleu horizon. Donc, le bleu horizon a été adopté dès l'année 1914. Il a la particularité d'être un tireur VB. Donc, le grenadier VB, c'est Vivin Bessières. C'est un lance-grenade. Ce grenadier fait partie des 1 140 000 soldats français qui partagent avec les Allemands, durant les 10 mois de la bataille, le même quotidien dans l'enfer de Verdun. Tout commence le 21 février 1916. 6 divisions allemandes, regroupées sur un front de 12 km, lancent l'assaut. Les Français, dont les défenses sont souvent insuffisantes, reculent malgré une résistance acharnée, notamment au Bois des Corps. Le 6 mars, après 2 jours de bombardement, les Allemands étendent l'offensive à la rive gauche de la Meuse, d'où l'artillerie française les harcèle. La bataille, qui concerne désormais l'ensemble de la région de Verdun, entre dans une phase d'usure où les pertes terribles sont identiques pour les 2 camps. Les soldats sont la proie continuelle de l'artillerie. Je vais vous montrer 2 pièces qui témoignent justement de la violence de ces combats de la bataille de Verdun, où 12 000 pièces d'artillerie ont ouvert le feu sur le secteur de Verdun dès l'offensive du 21 février 1916. Dans la Première Guerre mondiale, contrairement à certaines idées reçues où on pense aux balles de mitrailleuses qui tuent, ce sont vraiment les éclats d'obus qui sont le plus meurtriers dans les combats. Donc, le premier objet est cette montre à gousset. C'était la montre du sergent Georges Lossa qui a servi dans le 3e bis régiment de Zouaves. Et le 20 mai 1916, il va y avoir un violent bombardement et une offensive allemande sur la côte 304. Donc il va être blessé une première fois au visage et ce tout petit éclat d'obus est venu justement, voilà qu'on voit en fait, qui est venu se figer dans sa montre et il a été sauvé par sa montre d'après son témoignage. Parce que s'il avait atteint le cœur, ça pouvait le tuer. Il va continuer à combattre dans
dans la journée du 20 mai 1916. Donc c'est la famille du sergent Lossa qui a remis cette montre au musée de l'Armée. Le deuxième objet, c'est ce casque Adrien de 1915 d'un général de brigade, comme on peut le voir avec ses 2 étoiles, et qui montre aussi que 41 officiers généraux ont été tués pendant la Première Guerre mondiale. Donc le 11 octobre 1917, le général Georges Schall va inspecter des tranchées récemment prises par les troupes françaises et il est tué dans le secteur d'Avocourt. Et il y a la trace encore de l'entrée de l'éclat d'obus, on voit sur l'arrière de la visière. Donc c'est vraiment des objets vraiment poignants parce que vous voyez, ce casque a conservé la boue des tranchées, comme d'ailleurs un autre objet qu'on présente avec un manteau d'un officier tué aux Éparges. La bataille de Verdun fait plus de 163 000 morts français et 143 000 morts allemands en 10 mois. L'envoi au front par rotation des 2/3 de l'armée française achève de faire de Verdun, où les Alliés ne sont pas engagés, la bataille emblématique du courage et de la détermination du poilu français. Elle devient rapidement un sujet d'inspiration pour nombre d'artistes désireux de retranscrire les lieux et l'atmosphère des affrontements et du champ de bataille. Dans une logique illustrative et documentaire, le musée de l'Armée acquiert très tôt de nombreuses représentations des combats de la Grande Guerre. Parmi ces dernières, les peintures de Victor Tardieu. Les artistes, qu'ils soient combattants ou dégagés de leurs obligations militaires, ont cherché à représenter le premier conflit mondial, à écrire cette guerre par l'image, selon les termes du peintre George Scott. Ceci pour témoigner, documenter, mais aussi parfois pour fuir une réalité insupportable pour ceux qui étaient au plus près des combats. Et parmi les thèmes qui ont intéressé les artistes, les ruines occupent une place importante. Ici, nous avons 4 petites peintures d'un artiste qui s'appelle Victor Tardieu, qui s'appelle Ruines de Verdun, 1916. Victor Tardieu était conducteur pour l'American Field Service. C'est un organisme qui avait été créé en 1915 et qui se basait sur des volontaires américains. Ils ont été présents dans toutes les grandes batailles et notamment à Verdun. C'est pour cette raison que Victor Tardieu se trouve à Verdun en septembre 1916, au moment où il réalise ces 4 petites tuiles sur bois qui représentent donc finalement l'après, c'est après les bombardements et qui restitue un petit peu les destructions que la ville de Verdun a subies. Et l'artiste a choisi une touche un petit peu vibrante qui montre un peu aussi ce délitement de l'architecture et il se trouve seul dans cette ville totalement en ruine qui nous laisse un petit peu aussi imaginer la violence de ces bombardements. Ce tableau a une histoire particulière puisque l'artiste a voulu en faire don au musée de l'Armée dès le mois de novembre 1916, alors que la bataille de Verdun n'est pas encore terminée, et l'œuvre a été exposée au musée de l'Armée pendant le conflit. Le général Niox, directeur du musée de l'Armée, envoie également des peintres et des dessinateurs directement sur le front. Instrument de diplomatie culturelle, les œuvres produites par ces artistes missionnés sont exposées dans le Salon d'honneur des Invalides et dans les pays neutres ou alliés. 2 dessinateurs sont particulièrement représentés dans les collections du musée, George Scott et François Flamain. Nous avons ici une œuvre de George Scott qui s'intitule La Voix sacrée. George Scott, c'est un artiste qui est peintre, illustrateur, et au début de la Première Guerre mondiale, il part comme correspondant pour l'illustration avant d'être missionné et d'être peintre aux armées. Vous avez cet exemple d'un dessin d'assez grand format sur la Voix sacrée. C'est un épisode très particulier lié à la bataille de Verdun. La Voix sacrée doit son nom à Maurice Barrès dès 1916 en référence à l'antique Via Sacra romaine qui amenait vers le triomphe. C'est une route donc qui était à l'origine assez étroite, qui a nécessité des travaux pour l'agrandir et un flux continu de camions montait vers le front et redescendait vers l'arrière pour justement acheminer hommes et matériel de manière continue, jour et nuit, demandant donc un entretien permanent de cette route. Donc on voit au premier plan des soldats qui sont là pour entretenir cette route et on voit cette infinité, ces 2 camions qui permettent ce ravitaillement.
François Flamin est l'un des premiers artistes à partir en mission pour le musée de l'armée dès le mois de décembre 1914. Ici, il nous propose un panorama dessiné sur 2 dessins, un panorama du secteur de Verdun dessiné les 17 et 18 mars 1916. Et dans ce dessin, Flamin montre un aspect un petit peu particulier de toutes ces personnes qui étaient missionnées, c'est que finalement, ils ne sont pas en première ligne. Dans le cas de François Flamin, il a décidé d'annoter de manière assez précise ses dessins pour être le plus fidèle possible, comme un petit peu un gage de véracité de ses œuvres. Ce second dessin de François Flamin, intitulé Verdun, nuit du 25 au 26 mars 1916, a donc été réalisé une dizaine de jours après son grand panorama que nous venons de regarder. Il restitue les effets des obus incendiaires et notamment il strie son paysage de couleurs, donnant à son œuvre un aspect presque fantasmagorique qui n'occulte en rien les conséquences que ce bombardement aura sur la ville. On distingue des bâtiments qui commencent à être en flammes et cette destruction imminente de ces bâtiments autour de la cathédrale. Constamment bombardée, Verdun devient tout à la fois une ville martyre et une forteresse assiégée. L'artillerie joue un rôle majeur lors de la bataille de Verdun. 53 millions d'obus sont tirés en 10 mois, soit un obus toutes les 3 secondes. Regroupés en petits groupes dans les trous d'obus au milieu des cadavres, les soldats attaquent avec le soutien de leurs canons ou subissent les barrages ennemis. Mais les tranchées ne sont pas les seuls objectifs des bombardements. 9 villages sont ainsi complètement détruits par l'artillerie allemande, alors que les obus de gros calibre tombent sur la ville de Verdun dès le 21 février 1916, le premier jour de la bataille. Les dégâts sont très importants. 2 jours plus tard, l'état-major français décide l'évacuation des civils encore présents. L'objectif, c'est vraiment de terroriser la population et d'espérer en tout cas qu'elle demande une trêve, voire une reddition aux autorités politiques et militaires de la ville. Le musée de l'armée conserve des reliques des bombardements allemands sur la place de Verdun. Alors, la cathédrale de Verdun, elle est bombardée dès l'année 1915, juillet 1915 pour être précis. Elle l'est encore, comme la ville de manière générale, en 1916 et en 1917. Alors on ne sait pas précisément de quel bombardement ces éclats proviennent. En revanche, ce que l'on est sûr, c'est qu'ils déjà proviennent bien de la cathédrale de Verdun et de la manière dont ils sont arrivés dans les collections du musée de l'armée. Ces éclats, comme d'autres, ont été ramassés par le sergent Mougin. Ensuite, il évolue jusqu'à devenir capitaine. Il décède malheureusement pendant la Première Guerre mondiale. Mais sa veuve, dans les années 1950, fait don de tout un ensemble d'éclats de vitraux, dont ceux de la cathédrale de Verdun, qui ont été collectés par son défunt mari. Si Verdun est particulièrement touché, c'est que la ville est le pivot de la défense du secteur, notamment grâce à sa citadelle. Avec ses 4 km de galeries creusées sous 16 mètres de roches, la citadelle souterraine de Verdun est une véritable ville à l'abri des bombardements. Le musée conserve également un éclat d'obus qui, lui, est tombé sur la citadelle de Verdun. La citadelle, elle est bombardée notamment le 4 juin 1915. Alors c'est un éclat d'un obus de 380 mm de diamètre, donc c'est vraiment du très gros calibre. Les Allemands, à ce moment-là, pilonnent la citadelle de Verdun parce que la citadelle Vauban se double d'une citadelle souterraine qui est un immense lieu logistique qui accueille des hommes, des vivres, des hôpitaux. C'est vraiment un lieu important dans le cadre de la bataille de Verdun. Dès 1915, ils le bombardent et en 1916, ça va être un des objectifs principaux à l'intérieur de la place pour l'artillerie allemande. Les principaux combats de la bataille de Verdun sont aussi liés à l'artillerie. On se bat pour conquérir les forts et les hauteurs afin de disposer d'observatoires permettant de guider les tirs. Ainsi, le fort de Vaux, construit entre 1881 et 1884, modifié puis délesté d'une grande partie de ses canons, reçoit 8000 obus par jour en 1916. La résistance de sa garnison va faire du fort le symbole de l'abnégation et du sens du sacrifice des poilus de Verdun. Alors, l'un des épisodes les plus fameux de la bataille de Verdun, c'est la prise puis la reprise du fort de Vaux.
Au printemps 1916, les Allemands qui ont lancé la bataille depuis plusieurs semaines déjà s'emparent du village de Vaux, mais le fort tient toujours. Le fort va être attaqué du 2 au 7 juin, il tombe le 7 juin 1916. Et lors de l'attaque du fort de Vaux, qui a été globalement désarmé de son artillerie par l'état-major en 1915, les Allemands font face au niveau des fossés du fort à l'action de pièces d'artillerie dites de flanquement, dont ce canon de 12 cm modèle 1884 qui justement défend les abords immédiats du fort. Et dans les récits allemands et également dans les récits français, on a la mention du travail défensif extrêmement important de ce canon, d'un autre de ses comparses et d'un canon revolver. Et pour venir à bout de cette défense, les Allemands vont s'y reprendre à plusieurs reprises et vont notamment devoir installer tout un tas de grenades dans des sacs qui descendent à l'aide de cordes devant l'embrasure de tir des pièces d'artillerie. Et c'est tous ces éclats qui constellent la bouche et la volée de ce canon, c'est dû à ces épisodes de grenadage. Le fort de Vaux est pris, les Allemands s'emparent donc des canons. Et en novembre 1916, les Français reprennent le fort de Vaux. Et c'est à ce moment-là que ces pièces, qui sont vraiment des reliques, des témoins, des acteurs importants de la bataille, vont être sorties du fort, puis emmenées à l'arrière. En 1917, elles intègrent les collections du musée de l'armée. Elles sont immédiatement exposées dans l'hôtel national des Invalides pour vraiment matérialiser la résistance française, la résistance du fort de Vaux, qui a été magnifiée par la conduite du commandant Raynal et de ses hommes, et puis surtout matérialiser la reprise du fort de Vaux. Oui, on a vraiment repris le fort de Vaux, preuve en est, ces pièces qui l'armaient sont récupérées et peuvent être maintenant montrées aux Parisiens, aux Français, montrer la victoire et la ténacité des poilus dans cette bataille de Verdun. La Première Guerre mondiale occupe une place importante dans les collections photographiques du musée de l'armée, en particulier grâce à un fonds très important de photographie aérienne. Ces clichés, réalisés par des observateurs militaires, permettent dès le début du conflit de mettre à jour les cartes d'état-major et de régler l'artillerie. Ici, des vues du champ de bataille de Verdun. Vous avez dans ces photographies qui sont très typiques, à chaque fois l'altitude, puisqu'on sait que le cliché a été pris à 4200 mètres, la date, vous êtes au 13 juillet 1917 et 14h, et donc vous avez le lieu. Donc ces documents étaient ensuite rapportés, développés et transcrits, soit pour comprendre l'avancée du front, ou pour comprendre aussi l'avancée des positions ennemies et régler les schémas directeurs du tir d'artillerie. Et donc on peut avoir vraiment des instantanés du bombardement de ces batailles qui sont saisis par les observateurs aériens. Comme ici, homme hors homme, on est vraiment très près, on est à 100 mètres en vue oblique, et à l'arrière, on a cette mention, avant l'attaque, explosion pendant le temps d'un instantané pris d'avion à 100 mètres. On se rend compte finalement, depuis l'avion, de la puissance de feu de cette guerre industrielle. Le fort de Douaumont est repris le 24 octobre 1916. Une nouvelle offensive française, le 15 décembre, ramène rive droite le front sur des positions proches de celles du début de la bataille. Après 10 mois d'atroces souffrances de part et d'autre, et aucune avancée majeure, les combats perdent en intensité. Cette bataille marquera pour toujours une génération de soldats. Le musée de l'armée conserve une 50aine d'albums de photographies amateurs de la Grande Guerre, dont la plupart sont réalisés après la fin du conflit. Parmi ces pièces d'exception très personnelles, un album rentré dans les collections dans les années 80. Même si théoriquement, il était interdit de faire de la photographie au front puisqu'elle était strictement encadrée et que seuls étaient autorisés les photographes militaires de la section photographique et cinématographique des armées. Bien évidemment, tous ces albums n'ont pas forcément été faits au moment du conflit. Ils ont une fonction mémorielle et on le verra. Certains ont été faits peut-être parfois par les épouses ou par les enfants, ce qui permet d'avoir cette mémoire familiale qui est entretenue via l'album et la photographie. Et cet album est à la fois un objet mémoriel et qui présente une forme de relique, avec ici ce lambeau de la soie du drapeau du 12e régiment d'infanterie qui a été collé sur cet album et qui retrace le parcours de Norbert de la Morcillière, qui était donc capitaine au sein de ce régiment,
Et on pense que c'est sa fille ou son fils qui a réalisé l'album. Donc on retrouve, comme dans tous les albums qui sont organisés autour de l'expérience combattante d'un protagoniste, des portraits. Donc là, mon père dans les tranchées. On est vers le souvenir de Norbert qui est tombé à Verdun. Et donc, le rédacteur, avec ses photographies, on est presque dans une séquence où on se rapproche de plus en plus de la tombe jusqu'à avoir ce plan serré de la veuve en deuil sur cette couronne mortuaire. Et on peut lire ma mère priant seule sur la tombe de mon père au cimetière glorieux près de Verdun. La diversité et la richesse des collections sont une source d'inspiration très importante pour les photographes qui viennent travailler dans le cadre de la résidence photographique du Musée de l'Armée. Pour les artistes et reporters, Anis Broyer, Guillaume Herbeau ou Chloé Charoc, la bataille de Verdun a été un fil conducteur qui a guidé leurs travaux de recherche et de création. Typiquement, dans le cadre du travail d'Anis Broyer qui s'intitule « Les attaches », la photographe est retournée à Verdun pour prendre des vues du champ de bataille, avec ici ce ciel chargé de Verdun, ou encore cette table d'orientation qui permet de retracer l'organisation des secteurs du champ de bataille, ou de façon plus subtile, ce magnifique manteau comme saisi dans une poussière d'or. En fait, la pèlerine du lieutenant Gastaldi qui a été donnée au musée dans cette gangue de boue des éparges, qui est d'une certaine manière transfigurée par la photographe et qui devient aussi une forme de relique. Enfin, on a le travail de Chloé Charoc, Vestiges de guerre, empreinte de mémoire, qui lui va davantage travailler sur la trace, son effacement ou sa résistance dans le paysage, et qui, pareillement, réalise des photographies à partir d'objets qui sont entrés dans les collections et qui témoignent de l'enfer de Verdun, et qu'elle va les mettre en dialogue avec des vues du paysage, comme une sorte d'écho aussi, comme si le paysage gardait l'écho des combats. Les travaux menés dans le cadre de la résidence photographique du Musée de l'Armée sont ainsi l'occasion de faire dialoguer, 110 ans après, les collections muséales et le champ de bataille de Verdun. Cette bataille, qui marque encore l'esprit des visiteurs, est incarnée à travers deux œuvres majeures visibles dans les salles consacrées à la Première Guerre mondiale. Le célèbre tableau Verdun de Félix Vallotton et le manteau imprégné de la boue des éparges du lieutenant Gastaldi. Avec le taxi de la Marne et le clairon de l'armistice, ces deux trésors du Musée de l'Armée sont les symboles de la Grande Guerre aux Invalides.